C'était en décembre, dans l'immensité d'une ville qui ne dort jamais, où les murs murmurent des histoires et où les horloges semblent oublier leur fonction. Dans un coin discret de cet horizon de béton, où le bruit se déguise en silence lorsque l'âme observe attentivement, une maison restait immobile, comme si elle avait inspiré sans savoir comment expirer. Là, entre des murs qui avaient gardé des secrets trop vastes pour être compris, un bureau demeurait impeccable. Chaque page était à sa place, chaque pensée notée avec une précision chirurgicale. Une tasse était encore chaude avec l'amertume du café fraîchement moulu. Et au milieu de cet ordre immuable, un carnet bleu était ouvert, telle une porte entre deux mondes, avec une unique phrase écrite d'une main ferme et d'une âme tremblante. Le vide n'est pas l'absence. C'est un langage mal déchiffré. Ce fut la dernière présence tangible d'Elias Galvan, un homme qui ne fut jamais perdu, car il n'appartint jamais vraiment à ce monde. Son corps ne fut jamais retrouvé, son ombre ne laissa aucune trace. Il disparut sans cicatrice ni adieu, tel un soupir qui, au lieu de s'estomper, décide de se réincarner dans le vent. Scientifique pour certains, mystique pour d'autres. Elias ne cherchait pas de réponse. Il cherchait des questions suffisamment profondes pour ouvrir des brèches dans la structure du connu. Sa vie était une danse entre deux abîmes, la rigueur de l'esprit et l'intuition de l'âme. Et entre ces deux extrêmes, il tissait un pont invisible fait de mots, de vibrations et de silences sacrés. Beaucoup disaient qu'il avait disparu. D'autres murmuraient qu'il était devenu une lumière. Mais ceux qui le connaissaient vraiment, les rares qui écoutaient avec leur cœur plutôt qu'avec leurs oreilles, savaient qu'il avait déjà dit au revoir bien avant son départ. « Un jour tu ne me verras plus, mais mes pensées marcheront parmi toi comme le vent parmi les arbres », dit-il un après-midi, tandis que la pluie tombait avec une cadence qui semblait dictée par un autre plan d'existence. Et il en fut ainsi. Lorsque son corps cessa d'exister, ses idées devinrent plus vives que jamais. Non pas comme des faits, mais comme des symboles qui s'éveillent lorsque l'âme est prête. Ceux qui partageaient sa proximité, ceux qui regardaient un jour à travers ses yeux, conservèrent des fragments de son univers dans des lieux inaccessibles même à la mort. Carnets oubliés, enregistrements inédits, conversations qui survécurent autant parce qu'elles naissaient du mystère. Mais la vérité ne peut être possédée, elle peut seulement être révélée. Et maintenant, après tant de cycles solaires, ces mots ont choisi de vous trouver. Ce n'est pas une coïncidence. Rien dans un univers qui respire en spirale. Ce message, déguisé en histoire, est en réalité un miroir. Et dans son reflet, vous ne verrez pas Élie, mais vous-même. Car Élie ne parlait pas de théorie, il parlait d'éveil. Il disait que la réalité n'est pas une structure fixe, mais une mélodie qui change selon l'oreille qui l'entend. Que tout ce que nous croyons solide est en réalité malléable comme un rêve d'enfant. Que nous ne sommes pas ici pour comprendre, mais pour nous souvenir. Et que l'univers est un champ de conscience qui attend d'être lu comme un livre sacré. Son héritage ne peut être conservé dans les bibliothèques. Il perdure dans les moments où l'intuition prend le pas sur la logique, dans les larmes qui coulent sans explication, dans le silence qui pèse plus lourd que 1000 mots. Il perdure en chacun de ceux qui, même sans le savoir, pressentent qu'il y a quelque chose de plus derrière le rideau du quotidien. Tout le monde ne comprendra pas. Tout le monde ne devrait pas comprendre. Car la vérité ne crie pas, elle murmure. Et seuls ceux qui ont fait le voyage intérieur peuvent l'entendre sans crainte. Vous êtes sur le point d'entrer dans un espace qui n'est ni physique ni mental. C'est un espace symbolique où souvenirs et visions se confondent et où science et poésie se côtoient. Un lieu où les lois du monde fondent comme du sable entre vos doigts et où l'âme devient boussole. Ce n'est pas une histoire, c'est un seuil. Ce que vous découvrirez ici n'a pas pour but de vous convaincre de quoi que ce soit. Il vise à vous rappeler ce que vous avez toujours su, mais que vous aviez oublié. Vous aussi, vous êtes un mystère qui attend d'être habité. Alors je vous le demande, non pas depuis votre esprit, mais depuis ce coin oublié de votre être. Êtes-vous prêt à revenir à vous-même? Car en réalité, ce message ne vient ni d'Élie, ni de livres anciens, ni de voix étrangères. Il vient de vous, du futur que vous avez déjà vécu en rêve. Il résonne comme un écho de votre âme, vous appelant à la source. Et vous qui lisez ces lignes en ce moment précis, n'êtes pas ici par hasard.
Vous êtes ici parce que l'univers vous a répondu. Vous savez maintenant qu'il ne s'agit pas seulement d'une vidéo. Si vous souhaitez approfondir la métaphysique, cliquez sur le premier lien de la description. Le tissu secret de tout. C'était un lieu comme les autres, un de ces cafés où le monde semble se répéter dans les gestes du quotidien. Tasses qui s'entrechoquent, cuillères qui tourbillonnent en spirale distraite, échanges de conversations qui effleurent à peine la surface de l'être. Les murs, peints d'un jaune vieilli, semblaient prisonniers d'un coucher de soleil perpétuel, et les chaises métalliques résonnaient de rencontres passées. Rien ne laissait présager l'extraordinaire. Et pourtant, quand Elarion entra, son carnet usé sous le bras et le regard suspendu sur un horizon invisible, l'air devint plus dense, comme si l'univers retenait son souffle. Ses yeux n'étaient plus les mêmes. Il y avait en eux une immobilité qui confinait au sacré, comme s'il revenait d'un lieu que les mots ne pouvaient encore nommer. Il ne nous salua ni d'un geste ni d'une voix. Il resta simplement assis, tel quelqu'un occupant le centre d'un mandala naissant, et commanda un café sans sucre. Puis, le silence s'installa entre lui et le monde pendant près de 3 minutes éternelles. Mais ce n'était pas un silence vide, mais un rituel, un accordage. Elarion n'était pas silencieux, il écoutait. Soudain, comme s'il obéissait à un signal inaudible, il prit une serviette ordinaire, aussi fragile qu'un soupir, et, avec un stylo bleu, dessina un point en son centre. Puis, par des mouvements doux mais imparfaits, il commença à dessiner des cercles autour, l'un après l'autre, sans rechercher la symétrie ni la beauté. Ce n'étaient pas des figures exactes, et pourtant elles dégageaient une géométrie profonde qui échappait à la raison. « C'est le tissu », murmura-t-elle sans lever les yeux, « la toile qui maintient l'illusion de la réalité. » Ce n'était pas une théorie qu'il partageait, c'était un témoignage. Il parlait avec la certitude de quelqu'un qui n'a pas étudié quelque chose, mais qui s'en souvient. Ce que ses mains avaient esquissé n'était pas une métaphore. C'était la traduction primitive de quelque chose de plus vaste. Une toile vibratoire, entrelaçant pensée, corps, souvenir et matière. Une matrice invisible palpitant sous tout ce que nous tenons pour acquis, mais que peu de gens peuvent voir. Un champ de conscience qui non seulement unit, mais crée. Elarion affirmait que chaque pensée, aussi infime soit-elle, génère une onde qui se propage à travers ce champ, reconfigurant subtilement les contours de ce que nous appelons la réalité. Mais nous ne la percevons pas, car on ne nous a jamais appris à regarder depuis cet endroit. Nous ne savons pas voir les ondulations que nous créons nous-mêmes, ni entendre les échos que l'univers nous renvoie avec une précision chirurgicale. L'esprit ne pense pas, l'esprit tisse, écrivait-il sur un coin de serviette, et cette phrase contenait la révolution de toute une époque. Car si ce qu'il disait était vrai, alors nous ne sommes pas des spectateurs passifs dans un théâtre cosmique. Nous sommes les artisans du rideau. Nous sommes les créateurs, non seulement d'images intérieures, mais aussi de formes extérieures que nous croyons étrangères. Nous ne sommes pas des récepteurs de pensée, nous sommes des transmetteurs. Nous ne recevons pas un monde donné. Nous le tissons à chaque instant avec les fils invisibles de notre intention. Cette découverte transforma la boussole intérieure d'Elarion. Il n'étudia plus la façon dont le cerveau reflétait la réalité, mais comment il la façonnait. Il ne chercha pas des cartes neuronales, mais des résonances. Il commença à concevoir des moyens de démontrer que la conscience ne se limite pas au crâne, mais est un champ étendu, un océan sans frontières qui communique avec la matière par le symbole, la vibration et la volonté. Beaucoup le considéraient comme un hérétique scientifique, mais il savait que toute nouvelle vérité apparaît d'abord comme une folie. Ses collègues prirent leur distance, ses écrits furent rejetés et sa vie personnelle commença à s'effondrer, comme si les fondations de son univers avaient été trop fragiles pour supporter le poids d'une vision aussi audacieuse. Parce qu'il existe des idées qui ne transforment pas seulement votre façon de penser, mais qui vous êtes. Ce dessin rudimentaire sur une serviette, un point et ses cercles imparfaits, devint sa carte. Un portail symbolique vers le véritable but de son existence. Et dès lors, plus rien ne suivit les anciennes règles,
Les amitiés s'étaient refroidies, les applaudissements avaient cédé la place à la suspicion, et la solitude s'était invitée à sa porte avec une régularité qui se passait d'invitation. Mais Hélarion ne s'en lamentait jamais, car il savait qu'en découvrant la toile, lui aussi avait été découvert par elle. Cette nuit-là, alors que la lune se couchait derrière les nuages, il prononça des paroles qui, comme une cloche invisible, résonnent encore dans les coins de ceux qui l'entendaient. « Le dilemme n'est pas que vous n'y croyez pas. Le dilemme est que vous l'utilisez déjà, sans même vous en rendre compte. Et maintenant, vous qui lisez ces mots, peut-être par hasard, peut-être par le destin, utilisez peut-être aussi ce tissu sans le savoir. Peut-être ces idées ne sont-elles pas nouvelles pour vous, car elles vivent déjà en vous, attendant d'être reconnues. Non parce que vous les avez lues, mais parce que votre âme s'en est souvenue. Avez-vous déjà eu l'impression que ce que vous vivez à l'extérieur est le reflet de ce qui vous habite ? Avez-vous déjà remarqué comment vos émotions les plus persistantes, vos pensées les plus insistantes, finissent par vous envelopper comme une atmosphère ? C'est ça le tissu. Un réseau qui réagit, non pas parce qu'il punit ou récompense, mais parce qu'il reflète, parce qu'il vous connaît mieux que vous-même. Et maintenant que vous savez, ou du moins sentez, la vraie question n'est pas de savoir si le tissu existe. La question est, que tissez-vous avec ? Là où l'âme se voit, peut-être n'y a-t-il aucune chance, peut-être n'y en a-t-il jamais eu. Peut-être que chaque mot qui vous parvient, chaque pensée qui vous traverse l'esprit, chaque coïncidence apparente qui interrompt votre routine, n'est rien d'autre que la résonance précise de quelque chose de plus vaste, quelque chose qui palpite au-delà de la vision linéaire du temps. Peut-être est-ce le tissu qui répond, vibre avec vos propres schémas, vous parle dans un langage que vous ignorez encore comprendre. C'était dans un de ces lieux où le mystère n'a pas besoin d'embellissement, où la vérité n'a besoin ni de vitrine, ni de titre. Une simple pièce, située à la périphérie d'une grande ville, qui respire la fumée et l'oubli. Faiblement éclairée par la lueur vacillante d'une bougie et le souvenir vivant d'une tradition qui a résisté à l'oubli, la rencontre imprévue attendait. Du moins, pas logiquement. Hélarion arriva, son carnet inséparable sous le bras, le cœur partagé. Moitié raison expérimentée, moitié intuition ancestrale. Il marchait comme quelqu'un franchissant un seuil entre deux mondes. Le monde mesurable de l'expérience et l'autre l'invisible où l'esprit est loi et symbole, preuve. Là, une femme à la présence inébranlable l'attendait. Elle ne portait ni robe ni ornement. Elle ne récitait pas de mantra et n'expliquait pas ses qualifications. Elle était, tout simplement, assise sur une chaise en bois usée par les années et les âmes. Elle le regardait comme si sa vision ne s'arrêtait pas à sa peau. Elle ne lui demandait pas qui il était. Elle n'exigeait pas d'explication. Elle ne voulait pas savoir de quelle université il venait, ni quelle théorie le guidait. Elle l'observait simplement, comme quelqu'un qui regarde un lac et y voit se refléter quelque chose de plus ancien que son visage. Et puis, au milieu du silence le plus dense qu'Hélarion ait jamais connu, un silence qui n'était pas vide, mais présence. Elle prononça une phrase qui démantela son architecture mentale. « Tu ne viens pas me voir, tu viens te voir toi-même. » Ce n'était pas une déclaration, c'était une révélation. Ce qui se passa ensuite ne peut être ni classé ni décrit avec précision. Car ce qui fut vécu dans cet espace n'appartient ni au moule du temps, ni aux catégories de l'expérience ordinaire. C'était comme si une porte s'était ouverte en lui, silencieusement, et qu'une force invisible avait commencé à circuler dans ses organes, sa respiration, sa mémoire. Il sentit une pression douce mais puissante au centre de sa poitrine. Personne ne le touchait, et pourtant, tout son être était touché de l'intérieur. Les pensées, celles qui l'accompagnaient toujours comme une armée de questions, commencèrent à se dissoudre, sombrant une à une dans un abîme serein, jusqu'à ce que seule la sensation demeure. Et dans cet espace sans nom, sa perception commença à muter. Il n'était plus dans son corps. Il n'était plus une forme aux limites définies. Il était un chant. Il était une pulsation. Il était une présence élargie, connectée à quelque chose qu'il ne pouvait expliquer, mais qu'il reconnaissait profondément. Et puis il vit, non pas avec ses yeux physiques, mais avec cette vision qui surgit lorsque l'âme ose se souvenir. Des lumières intérieures, des présences énergétiques,
des mouvements subtils qui n'étaient pas imaginaires, mais une autre forme de réalité, aussi palpable que la matière, et encore plus cohérente. Quand tout fut terminé, ou plutôt, quand tout commença, la femme s'approcha et lui murmura quelque chose à l'oreille avec une tendresse ancestrale qui brisait toute distance. Pas besoin de toucher pour se transformer, il suffit d'être là où l'autre pense que vous n'êtes pas. Cette phrase, qui à l'époque semblait simplement énigmatique, s'est gravée dans sa conscience comme une graine attendant son heure. Au fil des jours, elle a commencé à fleurir. Parce qu'Hélarion comprenait que la réalité n'est pas toujours visible et que la conscience n'est pas gouvernée par les coordonnées de l'espace-temps. Que ce qu'il avait appelé l'esprit pendant des années n'était pas un simple processeur d'informations, mais une antenne, une boussole sacrée, capable de raisonner avec des dimensions que le langage humain effleure à peine. Le lendemain, alors qu'il partageait son expérience avec quelques collègues, les rares qui l'écoutaient encore sans le juger, il expliqua que quelque chose en lui s'était reconfiguré. Il ne s'agissait pas d'une transformation physique évidente comme celle que l'on pourrait observer en laboratoire. C'était plus profond, une altération de sa fréquence, une sorte de réécriture silencieuse de son champ énergétique. Pour la première fois, il cessa de considérer l'esprit comme un outil enfermé dans le crâne. Il le comprit désormais comme une matrice d'accords, une interface vivante entre le visible et l'invisible. Et à partir de cette expérience, sa quête prit un tournant irréversible. La science ne lui suffisait plus, les microscopes ne lui suffisaient plus, car il avait expérimenté de première main que l'intention, lorsqu'elle est pure, centrée sur le cœur, peut modifier la structure même de l'existence, que la matière répond à l'âme et que l'univers l'écoute. Il commença alors à explorer de nouvelles voies. Il chercha à démontrer, par des méthodes que beaucoup considéraient comme marginales, que la conscience non seulement observe, mais transforme. Qu'il existe un point, une intersection sacrée, où la volonté est alchimie et la perception est création. La femme qui l'avait initié à ce voyage, cette gardienne silencieuse qui n'avait besoin d'aucune formule pour modifier l'immuable, devint son symbole et son guide. Elle ne bougeait pas, et pourtant, elle bougeait. Elle ne parlait pas de dimensions, elle les habitait. Hélarion, avec son carnet rempli de formules et de symboles, comprit enfin ce qui ne pouvait être écrit. Le corps n'est pas l'origine. Il est l'ombre, la projection, la conséquence. Et si c'était vrai, alors le réel, ce qui crée véritablement, n'est pas ici. Ni sur ce plan, ni entre ces murs que nous croyons solides. Le réel est ailleurs. Un ailleurs qui s'ouvre parfois, sans prévenir, lorsque nous sommes prêts à nous regarder en face. Ainsi naquit une nouvelle façon d'explorer. Il ne cherchait plus les réponses dans le cerveau ou les neurotransmetteurs. Il cherchait le point invisible où la conscience touche la matière. Là où l'intention vibre si haut qu'elle réorganise les atomes. Là où l'impossible cesse d'être impossible. Là où vous aussi vous pouvez être, si vous apprenez à voir avec les yeux de l'âme. Là où la mort apprend à parler. L'expérience avec le guérisseur n'était pas le mystère d'une nuit. Ce n'était pas un événement isolé, mais une faille dans sa pensée qui ne se refermait jamais. C'était une vocation. Une révélation silencieuse qui ne s'estompait pas avec l'aube. À partir de cet instant, Hélarion sut qu'il ne pourrait plus revenir à la zone de confort du savoir accepté. La rencontre avec la dimension invisible l'avait marqué, et ce qui lui avait semblé une certitude sonnait désormais comme une superstition déguisée en science. Puis, avec la ferveur de celui qui ne peut plus ignorer ce qu'il a vu, il entreprit de tracer des chemins entre le spirituel et l'empirique. Il chercha à unir le langage froid des instruments à la douce musique de l'invisible. Il tenta de mesurer, d'enregistrer et de saisir en chiffres ce qu'il avait vécu avec son âme nue. Il utilisait des machines pour capturer la danse de l'esprit dans des états de méditation profonde. Il voulait découvrir s'il existait une signature neuronale révélant la capacité humaine à influencer à distance, sans contact, sans parole. Une expérience où les ondes cérébrales et l'intention se situaient dans un équilibre délicat entre l'observable et l'ineffable. Les premiers résultats furent déconcertants. Ils étaient si étranges, si improbables au regard de la logique commune, que personne ne savait comment les classer. Et comme souvent, ce qui ne peut être expliqué est vite rejeté.
Mais Hélarion n'avait pas besoin d'approbation, il avait besoin de vérité. Il rédigea alors un manuscrit qui ne vit jamais le jour ni être publié officiellement. Mais ce texte, tel une graine enfouie dans le sol fertile du temps, commença à circuler entre des mains choisies, parmi ces chercheurs qui savaient que la conscience ne peut être contenue dans des éprouvettes. C'était un texte inconfortable, révolutionnaire, dangereux, et entre ces pages palpitait une question qui, bien que déguisée en science, était profondément humaine. Avez-vous déjà ressenti quelqu'un en vous, sans avoir besoin de le toucher ni de parler? Avez-vous déjà éprouvé la certitude d'être relié à un autre être par un fil invisible, plus réel que toute substance? Ce qui, pour la culture moderne, n'est qu'une simple coïncidence ou suggestion, était pour Hélarion tout autre chose. C'était la preuve d'un réseau caché, d'un tissu reliant toutes les formes de conscience, des pensées fugaces aux émotions les plus profondes. Et au centre de cette toile vibrait un souvenir sacré, sa mère. Hélarion ne parlait pas souvent d'elle, mais lorsqu'il le faisait, quelque chose changeait en sa présence. Sa voix devenait plus douce, plus ronde, plus chargée de ce qu'il ne pouvait nommer. Son regard errait vers un lieu où le présent et le passé ne se heurtaient plus. Elle était partie alors qu'il était encore jeune, mais au fond, il ne se sentait jamais distant. C'était comme si son absence n'avait été qu'un déménagement et non une perte. « Le jour où elle est partie, je n'ai pas pleuré », écrit-il dans l'un de ses carnets les plus intimes. « Non pas parce que je ne l'aimais pas, mais parce que je la sentais juste derrière moi, comme un parfum qui ne se dissipe jamais. » Ce que beaucoup percevraient comme un mécanisme de défense émotionnelle, Hélarion l'interprétait comme la preuve subtile d'un phénomène plus vaste. La conscience survit au corps. Cette véritable présence n'est pas ancrée dans le physique. Quelques jours après son départ, alors qu'il arpentait les longs couloirs de l'université, il vécut une expérience qui bouleversa les limites de sa compréhension rationnelle. Une voix lui parvint avec une clarté si parfaite qu'aucun souvenir n'aurait pu la reproduire. C'était la voix de sa mère, claire, vivante. « Ne me cherche pas sur les photos », lui dit cette voix. « Cherche-moi dans l'espace entre tes pensées. » C'est à ce moment-là que le paradigme a volé en éclats. Il a compris que le cerveau n'était pas le générateur de la conscience, mais son récepteur, qu'il fonctionnait comme un instrument accordé à une fréquence spécifique de l'univers, capable de traduire des schémas d'information flottant dans un champ, au-delà du temps. Les souvenirs n'étaient pas stockés dans le crâne comme des fichiers sur un disque dur. Ils étaient des points d'accès, des syntonisations, des fenêtres sur une réalité plus vaste, ouvertes uniquement lorsque l'âme était prête. Ainsi naquit en lui une vision nouvelle, que beaucoup qualifieraient d'hérésie. La conscience ne se limite pas à la chair. Elle ne naît ni ne meurt avec le corps. C'est un flux continu, une intelligence informe qui trouve des vecteurs pour se manifester mais qui ne s'y épuise pas. « J'ai compris que l'amour n'a pas besoin d'un corps pour exister », écrira-t-il plus tard, et que la conscience n'est pas une flamme enfermée dans une lampe. C'est le feu qui brûle en toute chose. Pour Hélarion, la mort cessa d'être une fin. Elle devint une transition, un changement de fréquence, une métamorphose qui n'éteint pas, mais transforme. Dans ses méditations les plus profondes, il prétendait percevoir sa mère non pas comme un souvenir, mais comme un guide, comme une présence active, lui parlant non pas avec des mots, mais avec des intuitions qui le traversaient, tels des rayons de lumière. C'était comme si sa mère avait franchi le seuil sans fermer la porte. « La mort est un langage mal traduit », dit-il un jour à ses disciples les plus proches. Ceux qui partent ne disparaissent pas. Ils apprennent simplement à parler différemment. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, si quelque chose en vous a résonné avec ces mots, c'est peut-être parce que vous aussi, vous avez entendu cette voix. Ni avec tes oreilles, ni avec ta logique, mais avec cette partie de vous qui se souvient encore que l'amour n'a pas de frontières et que la conscience ne meurt jamais. La science qui entend les voix du silence. Pour Hélarion, la révélation que la conscience ne meurt pas avec le corps n'était pas une consolation mystique ni une croyance agréable pour surmonter la douleur. Ce n'était pas une métaphore réconfortante, mais une certitude née d'une expérience directe. Quelque chose que son âme avait touché sans intermédiaire. Et cette certitude ne pouvait rester dans le domaine de l'invisible. Il fallait la traduire, la mesurer, la valider.
C'est pourquoi il s'est lancé dans une nouvelle phase de recherche, avec le regard passionné de celui qui ne cherche plus à prouver quelque chose au monde, mais à le comprendre de l'intérieur. Il a conçu des méthodologies qui ont repoussé les limites de la science conventionnelle, combinant technologies neurologiques et pratiques ancestrales d'élargissement de la conscience. Il a utilisé des appareils capables de lire les ondes cérébrales pendant que les participants entraient dans des états profonds d'intériorisation. L'objectif était clair, démontrer que, sous certaines conditions, il est possible d'accéder à des informations qui ne résident pas dans des archives mémorielles personnelles, mais dans une sorte d'océan mental partagé par tous. Les premiers résultats suggéraient que lorsque le cerveau entrait dans un état d'harmonie spécifique, les individus pouvaient percevoir des données inaccessibles par les moyens sensoriels traditionnels. C'était comme s'il existait une bibliothèque cosmique, un réseau vivant de connaissances, accessible lorsque l'esprit était accordé comme un instrument de musique. Avez-vous déjà eu l'impression que quelqu'un qui était déjà décédé vous parlait encore depuis un coin secret du temps? Avez-vous reçu une compréhension qui n'est pas née de vos expériences, mais qui est venue entière, comme une graine qui germe de l'intérieur? Si votre réponse est oui, ce n'était peut-être pas de l'imagination. Peut-être était-ce la tissu qui vous parlait. Peut-être était-ce votre capacité latente à vous connecter au grand esprit commun qui vibre au-delà des murs de la chair. Hilarion ne cherchait pas des fantômes, il cherchait des preuves. Et à chaque séance, il se rapprochait de l'idée que ce que nous appelons la réalité n'est qu'un fragment d'une symphonie bien plus vaste. C'est alors qu'il conçut son expérience la plus audacieuse, l'essai sur la pensée qui touche la matière. Ce fut une année où les vents du changement soufflèrent de toutes parts. C'était une époque où les frontières étaient floues, où les anciens paradigmes ébranlaient leurs fondements. Et dans ce climat d'incertitude, Hilarion rédigea une proposition qui, si elle était acceptée, réécrirait la relation entre l'esprit et le monde. Son projet était impeccable. Il avait passé des nuits blanches à peaufiner chaque détail. Il avait rassemblé des volontaires formés à une technique précise de concentration intérieure. Il avait placé chacun d'eux dans des pièces séparées, avec des stimuli soigneusement contrôlés. Personne ne savait quel symbole, des formes géométriques au sens profond, leur étaient cachées de l'autre côté du mur. Ni les participants, ni les observateurs ne savaient quelle figure était en jeu. Il s'agissait d'un protocole clair et aveugle. L'objectif n'était pas de deviner, mais de faire écho. Car si la pensée est énergie, si l'esprit est une vibration pulsant dans un champ universel, alors, écrit-il dans son carnet, elle peut affecter directement tous ceux avec quoi elle s'aligne. Et l'inattendu s'est produit. Les scanners cérébraux ont commencé à révéler une version différente de la version officielle. Les zones du cerveau activées par la vision d'images, notamment la région occipitale, se sont illuminées clairement, même lorsque les yeux ne voyaient rien, comme si la pensée, privée de vision, avait traversé les murs et reçu des informations directement d'un autre plan. C'était impossible selon les règles habituelles, mais c'était en train de se produire. L'information arrivait sans canal sensoriel, comme une synapse de l'âme, comme si l'esprit, calme et en harmonie avec son objectif, pouvait lire le monde différemment. Mais lorsqu'Hilarion a présenté ses résultats, il n'a pas été accueilli avec ouverture. Il a essuyé un rejet. Ce n'est pas de la science, ça ressemble à de la sorcellerie. Tu détruis ta réputation, Hilarion. Les voix qu'il admirait autrefois l'entouraient désormais de suspicion. Les bourses disparurent. Les portes qui s'ouvraient autrefois facilement se refermèrent froidement. Un après-midi, dans la pénombre de son appartement, il ouvrit un dossier rempli de rapports barrés au crayon rouge. Révision après révision, les évaluateurs attaquèrent non pas la structure de l'expérience, mais le cœur même de ce qu'ils cherchaient à démontrer. Ils ne pouvaient accepter que la pensée ait le pouvoir sur le physique. Ils n'étaient pas prêts pour une science dotée d'une âme. Sur la dernière page, dans un coin presque invisible, il a écrit une phrase sans destinataire, mais qui parlait à tous les temps. « Si ce que je découvre contredit tes limites, ce n'est pas moi que tu rejettes, mais ce dont tu as peur de te souvenir. » Hilarion comprit que son travail n'était pas seulement celui d'un scientifique, c'était aussi celui d'un traducteur. Un pont entre ce qui a été oublié et ce qui doit être rappelé. L'esprit, compris comme une antenne qui capte, transforme et manifeste, n'était pas un problème mineur. Il était le seuil,
la clé. Et vous, qui êtes arrivé jusqu'ici, qui lisez ces mots et sentez quelque chose s'éveiller en vous, savez peut-être déjà que ce que nous croyons impossible ne l'est pas. Cela n'attendait que vous le regardiez sans crainte, là où la réalité attend d'être vue. Ce jour-là ne ressemblait à aucun autre. Dans le silence qui régnait entre chaque phrase, quelque chose se révélait sans même qu'il élève la voix. Le jeune homme qui écoutait Hélarion comprit enfin que son professeur ne cherchait pas à convaincre le monde. Il ne se disputait pas pour gagner du prestige, ni pour une place dans les académies de la science traditionnelle. Je construisais juste un seuil, une porte invisible, à peine perceptible pour ceux qui croient encore que tout ce qui est réel doit être mesuré, pesé ou reproduit en laboratoire. Son message n'était pas une thèse à approuver. C'était une invitation, une clé offerte à ceux qui pressentaient déjà, sans le savoir, que l'univers est bien plus que ce qui est visible. Le dilemme n'est pas de savoir si cela est vrai, dit Hélarion avec une paix qui désarma tout scepticisme, mais que nous n'avons pas encore appris à voir avec des yeux nouveaux. Ces paroles n'étaient pas une rébellion, elles étaient une révélation. Car parfois, les plus grandes découvertes ne naissent pas de nouvelles données, mais d'un changement de perspective. Ce n'est pas que le mystère n'existe pas, c'est que nous portons encore des lunettes qui le rendent invisible. Des lunettes héritées d'une logique limitée, de paradigmes qui nous ont entraînés à nier ce que nous ne comprenons pas. Malgré le mépris des institutions, Hélarion n'abandonna pas sa quête. Dans des cercles plus intimes, aux côtés de collègues partageant sa vision élargie de l'âme humaine, il continue à perfectionner ses outils. Il nota comment l'intention pouvait altérer les systèmes physiques. Il documenta comment la pensée pouvait modifier la matière. Peu à peu, ses archives secrètes s'enrichirent. Une preuve silencieuse et puissante qui parlait d'une vérité plus large. La frontière entre l'intérieur et l'extérieur n'est pas un mur, mais un miroir. Avez-vous déjà eu l'impression que ce en quoi vous croyez profondément finit par se refléter dans le monde? Avez-vous été témoin de coïncidences impossibles qui répondent plus à votre âme qu'au hasard? Peut-être, comme Hélarion le soupçonnait, n'est-ce pas seulement de l'imagination? Peut-être, sans le vouloir, avez-vous commencé à toucher la tissu avec votre conscience, à écrire dans sa matière avec l'encre invisible de vos émotions les plus profondes. Ce que la physique moderne commence à peine à explorer, les traditions mystiques le murmurent depuis des millénaires. C'est alors que l'inexplicable s'est produit. Par une nuit d'octobre, tandis que les arbres bruissaient au vent et que la musique tibétaine enveloppait la pièce telle une prière muette, Hélarion s'assit, non pour écrire, mais pour faire le vide. Il ne recherchait que le silence intérieur, la pause sacrée, l'endroit où rien ne se passe, et pourtant tout commence. Et c'est dans ce vide que la révélation est descendue. Ses mains, la plume tremblante entre ses doigts, se mirent à bouger. Non pas comme s'il écrivait, mais comme s'il transcrivait. Comme si les mots existaient déjà sur un plan au-delà de la pensée, et que son corps n'était que le canal qui les recevait. Pendant plus de 2 heures, sans s'arrêter, sans raturer, sans réfléchir, il écrivit 26 pages. 26 portails. 26 pages où l'univers semblait s'être replié sur lui-même pour se révéler. Le lendemain, relisant ce torrent cristallisé dans l'encre, Hélarion resta figé. Ce n'était pas son style, ce n'était pas son langage habituel. Et pourtant, tout était écrit de sa main, comme si le savoir y avait trouvé un canal sans entrave. Il tendit les pages à l'un de ses plus proches collaborateurs. L'autre les lut, stupéfait par leur densité, leur clarté, leur profondeur. C'était comme si le manuscrit contenait des décennies de recherche, condensées en un fleuve continu. « As-tu écrit cela » demanda son ami avec un mélange d'admiration et de révérence. « Mes mains, oui » répondit Hélarion sans cligner des yeux. « Mon esprit, je ne sais pas. » Là, dans ces pages qui sentaient encore le mystère, se trouvait la structure du latex, non pas comme une théorie, mais comme une certitude, un réseau vivant et conscient qui relie toutes les formes d'existence. Un cadre où la pensée n'est pas une étincelle isolée, mais un fil qui modifie la trame de la réalité. Il y avait aussi des descriptions détaillées de la façon dont la pensée focalisée peut déformer l'espace et le temps, de l'existence d'un point zéro, d'une origine pure, d'où toute forme naît et vers laquelle elle retourne.
des idées qu'il n'avait pas encore formulées auparavant, mais qui lui apparurent avec une clarté qui le bouleversa. Durant cette séance, Hilarion avoua avoir senti une présence derrière lui. Non pas quelque chose d'extérieur, mais une lumière qui ne projette pas d'ombre, une intelligence qui n'a pas besoin de voix pour se faire comprendre. Elle ne parlait pas, elle transmettait, elle n'instruisait pas, elle se souvenait. Et dans ce silence qui contenait tout, il comprit que la sagesse ne se construit pas toujours. Parfois, on la laisse simplement faire. Ce n'était pas de l'écriture automatique, ce n'était pas non plus une hallucination. C'était quelque chose de plus, une alliance entre sa conscience et la source que ses ancêtres appelaient esprit, chant, voix ou Dieu. Ce manuscrit n'était pas un document scientifique, même s'il le surpassait. Ce n'était pas non plus de la poésie, même si son langage vibrait de beauté. C'était quelque chose entre les deux, une géométrie verbale qui pointait vers l'âme, une carte. Et vous qui êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes-vous déjà permis d'écrire sans réfléchir? Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose de plus grand que vous guidait vos mains, vos pas ou vos décisions? Peut-être que sans le savoir, vous êtes déjà connecté à cette fréquence. Peut-être faites-vous déjà partie de ceux qui se souviennent que la connaissance la plus pure ne s'apprend pas. Elle se mémorise. La porte silencieuse et le temps immobile. Ce n'était pas une atteinte à ma conscience, dit doucement Hilarion, presque comme s'il confiait un secret à la brise. Ce n'était pas non plus un fantasme issu de mon imagination. C'était un pont, un passage vers quelque chose de plus vaste que mon histoire personnelle. Cette nuit-là, pour la première fois depuis de nombreuses années de rigueur académique, Hilarion prononça un mot qu'il avait longtemps évité, avec la prudence de quelqu'un familier, avec les préjugés des cercles scientifiques. Cela a été canalisé. Il n'a pas dit cela avec la frivolité de quelqu'un qui adopte sans discernement des concepts empruntés à la spiritualité moderne. Il l'a exprimé avec la sobriété de quelqu'un qui a touché quelque chose de réel et ne trouvant aucun appui dans les explications connues et contraint de le nommer sous un autre angle, par expérience, par certitude intérieure. Le plus étonnant, cependant, ne fut pas ce qui se passa pendant cette séance d'écriture, mais ce qui se produisit ensuite. Au cours des mois qui suivirent, Hilarion commença à trouver dans des textes oubliés, dans des écritures sacrées issues de traditions qu'il n'avait jamais étudiées consciemment, des fragments étonnamment similaires à ce qu'il avait écrit cette nuit-là. Des images, des concepts, des mots qui semblaient jaillir d'une source primordiale unique, comme si de nombreuses cultures, d'époques et de langues différentes s'étaient abreuvées à la même source cachée. Cette convergence l'a conduit à une profonde révélation. Lorsque vous vous immergez dans le champ unifié de la conscience, vous ne créez rien de nouveau. Vous vous souvenez de ce qui a déjà été pensé par l'esprit universel. Ce manuscrit de 26 pages ne fut jamais remis à un éditeur. Hilarion en fit des copies minutieuses, les conserva dans des enveloppes scellées et les confia à des personnes spécifiques, non par proximité émotionnelle mais par résonance spirituelle. Il les considérait prêtes à recevoir sans distorsion, à lire avec leur cœur et non à travers les filtres de leur ego. Sur l'une de ces enveloppes, il écrivit à l'encre noire et d'une écriture sereine « Si un jour mon corps cesse de répondre, que ces mots continuent de respirer. » Avez-vous déjà eu l'impression qu'une idée vous venait entière, comme si elle vous était dictée depuis un autre plan? Avez-vous déjà écrit, peint ou créé quelque chose qui plus tard ne semblait pas venir de vous, mais d'un endroit plus sage que vos propres pensées? Si tel est le cas, vous avez peut-être brièvement abordé ce même domaine, cet espace où la connaissance n'est pas construite, mais révélée, où il n'y a pas d'auteur, seulement un canal, où nous ne sommes que le canal par lequel circule quelque chose d'immense, d'aimant et d'ancien. C'est alors qu'Hilarion vécut sa rencontre la plus radicale avec le mystère. L'instant où le temps se retirait. Il n'y avait eu aucun avertissement, aucun phénomène grandiose, juste un dimanche ordinaire. La maison était silencieuse, une bougie allumée, et lui, simplement assis dans l'obscurité, sans aucune attente. Il ne recherchait ni état d'âme ni expérience extraordinaire. Juste le silence, juste la présence. Mais ce qui s'est passé ensuite était incomparable. Il pénétra dans un espace sans avant ni après, un non-lieu où l'esprit n'anticipe ni ne se souvient, où il n'y a pas de pensée, seulement l'être. Et dans cet être,
tout était complet. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il crut que quelques minutes s'étaient écoulées. L'horloge indiquait 11h21. 4 heures s'évanouirent dans ce que sa conscience vécut comme un instant d'essoufflement. Mais ce n'était pas le passage du temps qui l'émouvait, c'était son absence. L'expérience d'avoir été dans un lieu si intensément présent que le présent lui-même cessait d'être un instant pour devenir une totalité. Ce n'était pas comme dormir, écrivit-il plus tard dans son carnet à couverture rouge. C'était comme entrer dans une pièce où le temps n'a pas le droit d'exister. On n'avance pas, on n'attend pas. On est, si complètement que l'être englobe tout. Le lendemain, les yeux encore imprégnés de cette lumière invisible, Hélarion appela l'un de ses plus proches collaborateurs. Non pas pour raconter l'expérience comme on relate un événement étrange, mais pour lui faire part d'une question venue des profondeurs du non-temps. Pensez-vous que le temps est une substance ou une habitude? Cette simple question s'élargissait comme une faille dans la logique ordinaire. Ils discutèrent pendant des heures, sans hâte, comme si le temps n'avait plus d'importance. Hélarion partagea une intuition qu'il consignerait plus tard parmi des symboles et des diagrammes. Peut-être que le temps n'existe que pour ceux qui ont encore besoin de mesurer ce dont ils n'ont pas réussi à se souvenir. La phrase résonnait comme un koan, une porte sans clé, une graine qui ne germe que dans le terreau fertile d'une conscience ouverte. Pour Hélarion, la linéarité du temps n'était pas une structure réelle, mais un outil, une habitude de perception, un voile nécessaire pour appréhender une totalité qui autrement nous submergerait. À partir de ce jour, il se consacra avec plus de détermination aux états de suspension temporelle. Il commença à intégrer méditation prolongée, jeûne conscient et journée entière de silence absolu à sa pratique quotidienne. Non par dévotion religieuse, non comme rite spirituel, mais dans le cadre d'une investigation intérieure, comme quelqu'un qui explore non pas avec des microscopes ou des équations, mais avec sa propre âme. Parce que dans ce calme, dans cette pause où l'horloge s'arrête et où le moi se dissout, Hélarion avait découvert quelque chose de plus qu'une expérience mystique. J'avais découvert un lieu où l'éternité n'est pas un futur, mais un présent perpétuel. Un lieu où il n'y a ni recherche, ni fuite, ni peur. Un lieu qui ne figure sur aucune carte, mais où le silence peut être habité. Je profite de ce moment pour vous dire que si ce que vous voyez résonne en vous, dans le premier lien de la description, vous trouverez beaucoup plus de matériel pour continuer à apprendre. La fréquence qui n'a pas de nom. Ce qui était véritablement stupéfiant, ce n'était pas l'instant de communion avec l'Éternel, mais le fait qu'Hélarion parvienne à revenir sans cesse à ce seuil, même dans des contextes strictement contrôlés, sous le regard sceptique des instruments scientifiques. Il n'y avait aucune place pour la suggestion ou l'auto-illusion. Les enregistrements parlaient avec la froideur précise de la technologie. Son cerveau fonctionnait sur une fréquence jamais répertoriée auparavant. Ce n'était pas l'état de veille, ce n'était pas un rêve, ce n'était pas non plus les états méditatifs traditionnels que la science avait explorés jusqu'alors. C'était autre chose, un écho vibrant d'un niveau de conscience plus profond, comme si une nouvelle octave avait été découverte dans la symphonie de l'être humain. Dès lors, Hélarion adopta une pratique unique. Il commença à écrire tous ses journaux et notes personnelles au présent. Chaque mot, chaque phrase était construit comme si tout, hier, maintenant et demain, se déroulait en un instant unique et immobile. Ce n'était pas un choix littéraire, c'était une façon d'habiter le monde. La manifestation tangible d'une compréhension acquise non par la pensée, mais par l'expérience vécue. Le temps ne passe pas, il se déroule. Ce n'est pas une ligne, mais une spirale, et chaque point de cette spirale contient le tout. Pour lui, cette vision n'était ni une théorie ni un dogme. C'était un changement radical dans sa façon de considérer sa propre histoire, ses décisions passées, ses projets d'avenir. Il comprenait que nous n'avançons pas comme des flèches tirées de l'enfance à la vieillesse, mais que nous ouvrons une fleur, couche par couche, pétale par pétale, jusqu'à ce que le jardin intérieur tout entier soit révélé. « Nous ne sommes pas des voyageurs dans le temps », écrivit-il un soir dans son carnet bleu. « Nous sommes des jardins qui fleurissent de l'intérieur. » Avez-vous déjà vécu un moment si rempli qu'il semblait contenir toute une vie?
Avez-vous déjà senti les heures s'écouler lorsque vous faites ce que vous aimez, ou une seule seconde s'allonger lorsque vous êtes en danger ou en extase? Pour Hilarion, ces instants ne sont pas des erreurs de perception, mais des portails, des fissures dans la structure apparente du monde. La preuve silencieuse que le temps, tel que nous le concevons, est une convention plutôt qu'une loi. Chapitre 9. L'esprit sans frontières. Ce jour-là, la ville semblait retenir son souffle. Le ciel était un épais voile gris, comme si l'univers détenait un secret. Dans une petite salle anonyme de l'ancienne université, Hilarion partagea sa vision avec une poignée d'âmes qui savaient écouter au-delà des mots. Seulement 5 personnes étaient présentes cet après-midi-là. Ce n'était pas inhabituel. Les messages véritablement révolutionnaires ne remplissent généralement pas les auditoires, mais plutôt les cœurs préparés. Parmi les personnes présentes, l'une d'elles portait en elle une question. Elle n'était ni claire, ni formulée, ni même pleinement formulée. C'était plutôt comme une pression dans la poitrine, une inquiétude existentielle qui n'avait pas encore trouvé de mots pour s'exprimer. Un besoin informe, et puis l'impossible se produisit. Avant que le jeune homme puisse décider s'il devait parler ou non, Hilarion leva les yeux. Il l'observa en silence, avec une attention si profonde qu'il semblait ne pas regarder ses yeux, mais son âme tout entière. Et, d'une voix on ne peut plus naturelle, il répondit à une question qui n'avait pas été formulée à voix haute. « Tu n'es pas la seule à penser ça, dit-il tendrement. Si tu penses ça, c'est que tu connais déjà la réponse. Tu ne t'es juste pas encore autorisé à l'accepter. » La salle resta immobile. Le jeune homme, figé entre stupeur et reconnaissance, sentit une ancienne écluse s'ouvrir en lui. Les autres personnes présentes ne comprirent pas exactement ce qui s'était passé, mais elles savaient qu'elles avaient assisté à quelque chose qui dépassait la logique commune, quelque chose de sacré, sans être religieux. Quelques jours plus tard, dans un moment privé, cet étudiant a osé demander à Hilarion comment il était possible qu'il ait entendu une question qui n'avait jamais été posée. Hilarion sourit avec ce calme que seuls possèdent ceux qui ont surmonté la peur du ridicule, et dit « Ce n'est pas de la télépathie au sens où l'entend dans les livres, c'est simplement la reconnaissance qu'il n'y a pas de frontières entre les esprits. Ce que vous pensez être vôtre, je le ressens aussi. Non pas que j'empiète sur votre vie privée, mais parce qu'il n'existe pas de séparation entre deux êtres conscients. Avez-vous déjà eu l'impression que quelqu'un comprenait ce que vous traversiez sans que vous ayez à le lui expliquer? Avez-vous déjà pensé à quelqu'un et quelques secondes plus tard, cette personne vous appelle ou vous envoie un SMS? Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont les battements d'un cœur commun, l'écho d'une vérité oubliée. La conscience n'est pas confinée dans les crânes, elle se déploie comme l'air, comme l'amour, comme le mystère. Hilarion disait qu'il n'était pas nécessaire de développer des pouvoirs psychiques pour se comprendre. Il suffisait de se libérer de la peur, car c'est la peur qui érige des murs, c'est la peur qui invente la séparation. Les pensées ne naissent pas dans l'esprit, elles le traversent. Nous sommes des relais, pas des propriétaires. À partir de ce jour, ces séances cessèrent de ressembler à des cours. Elles devinrent des actes de communion. Pour Hilarion, la science n'avait jamais cessé d'être importante. Mais il comprenait qu'il existait une science de l'âme qui n'avait pas besoin de laboratoire, seulement de présence, seulement de vérité. Ainsi, tandis que le monde extérieur continuait de mesurer, d'enregistrer et de classer, il continuait à dessiner des cartes invisibles. Non pas sur du papier, mais dans l'espace partagé des cœurs ouverts. Parce que je savais avec une certitude inébranlable que l'univers entier n'est pas fait de matière, mais de conscience connectée, une conscience sans frontières qui nous murmure « Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été, tu ne le seras jamais ». La résonance invisible. Lorsqu'un esprit vibre de pureté et de clarté, un autre esprit en harmonie peut le capter sans mots ni signes visibles. Ce n'est ni de la magie, ni un mystère inaccessible, c'est simplement une résonance, une fréquence partagée dans le vaste concert de la conscience. Pour Hilarion, la télépathie n'était pas l'acte mystérieux de lire les pensées d'autrui, comme s'il s'agissait de compartiments séparés et imperméables. C'était plutôt la reconnaissance d'une vérité plus profonde. Chaque esprit est comme des ondulations distinctes dans un océan unique, des manifestations localisées d'un champ de conscience unifié.
tels des arbres poussant dans une forêt, individuels par leur forme, mais reliés sous la terre qui les nourrit. La télépathie ne consiste pas à écouter l'esprit d'autrui. C'est entrer ensemble dans l'esprit qui vous englobe tous les deux. Cette révélation transforma la façon dont Hilarion agissait avec son entourage. Ceux qui avaient le privilège de le côtoyer remarquèrent qu'il n'écoutait plus avec une attention fragmentée, prisonnier de ses pensées ou attendant son tour pour répondre. Il écoutait de tout son être, créant un espace intérieur silencieux où les mots n'étaient pas encore formés, mais où les idées dansaient librement comme des motifs d'énergie suspendus. Cette capacité ne se manifestait pas seulement dans les moments de contrôle ou les environnements d'étude. Souvent, en marchant dans les rues de la ville, Hilarion s'arrêtait brusquement et changeait de cap, guidé par un appel inaudible qui semblait provenir du monde lui-même. À plus d'une occasion, ces détours l'ont conduit à des rencontres fortuites avec des personnes qui avaient besoin de son aide, ou à des découvertes cruciales qui ont enrichi son travail, des découvertes que la raison n'aurait pu anticiper. Ce qui le fascinait le plus était de savoir que cette connexion n'était pas un don exclusif à des êtres spéciaux, mais une capacité latente en chacun. Une faculté que, malheureusement, l'éducation et la culture moderne avaient étouffée, préférant entretenir l'illusion de la séparation plutôt que l'expérience de l'unité. Hilarion croyait avec une conviction sereine que chacun pouvait éveiller cette sensibilité. Il suffisait simplement d'apprendre à apaiser le vacarme constant de l'esprit et à se connecter à ces niveaux subtils où la communication transcende le langage. Pour aider les autres à redécouvrir ce pont invisible, il a créé des exercices combinant méditation, visualisation et pratique pour atteindre des états de cohérence cérébrale. Il ne s'agissait pas d'acquérir des pouvoirs spéciaux, mais plutôt de briser les barrières qui nous empêchent de reconnaître que ce lien existe déjà, qu'il a toujours été là. « Vous n'apprenez rien de nouveau », disait-il patiemment à ses élèves. Vous ne vous souvenez du fonctionnement de votre esprit que lorsque vous cessez de le restreindre. Cette compréhension de l'esprit comme un champ partagé impliquait une révolution silencieuse, non seulement dans la psychologie personnelle, mais dans la façon dont nous concevons les phénomènes collectifs, la formation spontanée de croyances, les mouvements sociaux qui émergent sans plan, et même l'évolution culturelle des civilisations. Si les esprits sont interconnectés, aucune transformation n'est purement individuelle. Chaque changement de conscience personnelle résonne et modifie le tissu collectif, ouvrant de nouvelles possibilités à tous. Avez-vous déjà ressenti cette connexion inexplicable, où vous savez ce que quelqu'un est sur le point de dire avant même qu'il ne prononce un mot ? Avez-vous déjà entendu quelqu'un exprimer exactement ce que vous pensiez, comme s'il partageait une pensée invisible ? Avez-vous déjà fait l'expérience d'une compréhension profonde qui va au-delà des mots et des explications ? Pour Hilarion, ces moments n'étaient pas de simples coïncidences ou des tours de passe-passe de l'esprit. C'étaient des aperçus de notre véritable nature interconnectée, des rappels que les frontières que nous créons entre nos esprits sont aussi perméables et pourtant aussi illusoires que l'air que nous respirons, et que la séparation qu'on nous a appris à accepter n'est rien d'autre qu'une ombre qui s'estompe lorsque la conscience s'éveille, la matière comme conscience condensée. Ce fut la dernière rencontre entre Hilarion et Pachita. Nul besoin de le dire. Ils le savaient tous deux dans ce silence empli d'une compréhension qui transcende tout langage humain. La pièce où ils se rencontraient à ce moment-là était teintée d'un autre type d'obscurité, non pas à cause de l'absence de lumière physique, mais parce que l'invisible avait acquis une densité palpable, comme si les voiles qui cachent d'autres dimensions s'étaient desserrés pour permettre de les entrevoir. Pachita, déjà fragilisée par le temps et la maladie qui allait bientôt la conduire à abandonner la forme que nous connaissions, restait silencieuse, sans sourire, son regard semblant à la fois regarder de partout et de nulle part, comme si ses yeux n'étaient que la porte d'entrée vers une conscience bien plus vaste qui ne se limitait plus à ce corps terrestre. Dans cet espace suspendu, une communication a commencé au-delà des mots, une connexion profonde qu'Hilarion a décrite plus tard comme une ouverture totale en lui-même. J'ai senti mon corps s'ouvrir de l'intérieur, non pas comme une blessure douloureuse, mais comme si chaque cellule se mettait à écouter, à communiquer avec la suivante, comme si quelqu'un touchait mon système nerveux directement depuis l'âme.
Pachita leva la main, un geste simple mais chargé de sens. Elle ne le toucha pas physiquement, mais Hilarion sentit une chaleur vive et intelligente parcourir sa poitrine. Une chaleur qui ne brûlait pas mais transformait, qui ne détruisait pas mais réorganisait. Et puis, avec une voix qui semblait provenir d'un savoir ancestral, Pachita prononça des mots qui cristallisèrent l'une des idées les plus révolutionnaires pour Hilarion. Le corps n'est pas chair, c'est une lumière qui a appris à obéir à une forme. Tandis qu'elle parlait, elle désignait d'abord sa propre poitrine, puis la sienne, établissant une connexion visuelle qui soulignait l'universalité de cette vérité. Tu étudies le chant comme un scientifique, je le sens avec mes mains, mais c'est pareil, Hilarion. Tout est chant, et chaque chant est lumière. C'était la première fois qu'il entendait l'idée du corps de lumière exprimée aussi clairement, non pas comme une métaphore poétique ou une abstraction spirituelle, mais comme une description littérale de la structure énergétique qui sous-tend et précède la manifestation physique. Ce que nous percevons comme un corps solide est en réalité un modèle d'énergie condensée, un vortex organisé d'informations qui apparaît matériel uniquement parce que nos sens et notre perception ne parviennent pas à révéler sa véritable nature vibratoire. Tous les corps sont des formes de lumière temporaire, dit Pachita en lui serrant doucement la main. Et quand quelqu'un s'en souvient, la maladie commence à disparaître. Je n'avais pas l'intention de nier la réalité de la douleur ou de la maladie, mais plutôt d'affirmer que la matière répond à la conscience qui l'organise, et que de nombreux mots reflètent des distorsions dans ces schémas énergétiques qui peuvent être réajustés grâce à une conscience focalisée. Guérir, ce n'est pas effacer ce qui fait mal, ajouta-t-il, la pression augmentant légèrement. C'est se souvenir de ce qui soutient la forme. Cette phrase contenait une révolution silencieuse, une invitation à repenser la santé et la maladie, non seulement du point de vue physique, mais aussi de la dimension énergétique qui informe et soutient toute vie. Hilarion sortit de cette dernière séance avec une vision transformée. Ses amis et collègues remarquèrent le changement. Ils ne cherchaient plus à tester des hypothèses préétablies, mais plutôt à se rappeler une vérité qu'ils pressentaient au-delà de la raison. À partir de cette rencontre, il a commencé à formuler une hypothèse qui remettait en question les limites des connaissances conventionnelles. Chaque organisme biologique contient et exprime une matrice énergétique préalable, un modèle informationnel que la conscience peut modifier directement en reconnaissant son rôle d'agent organisateur de la matière. Cette idée n'a jamais été abordée dans les revues scientifiques les plus reconnues, non pas par manque de rigueur ou de valeur, mais parce qu'elle remettait fortement en question les paradigmes dominants. Et les systèmes d'évaluation par les pairs conçus pour préserver ces paradigmes manquaient des catégories nécessaires pour l'évaluer. C'était, selon les mots d'Hilarion, trop vrai, trop fondamental, trop perturbateur pour être progressivement assimilé par les canons rigides de la méthode scientifique conventionnelle. Cependant, dans des cercles intimes et restreints, il commença à expérimenter des techniques lui permettant non seulement de percevoir, mais aussi de modifier ces champs énergétiques invisibles. Combinant la technologie du biofeedback avec des états spécifiques de cohérence cérébrale, il développa des méthodologies permettant à des personnes entraînées de visualiser et, dans certains cas, d'influencer les schémas lumineux qui structurent la matière vivante. Les résultats, bien que préliminaires, ont montré une cohérence suffisante pour suggérer que cette compréhension n'était pas un simple exercice théorique, mais un outil pratique avec des implications réelles. Avez-vous déjà eu l'impression que votre corps était bien plus qu'un ensemble d'organes et de tissus? Avez-vous déjà ressenti une énergie subtile, une luminescence intérieure qui semblait plus essentielle et plus vraie que la forme physique que vous habitez? D'après ce qu'Hilarion a découvert lors de ses rencontres avec Pachita, ces perceptions ne sont pas de simples illusions subjectives ou des fantasmes passagers, mais plutôt des aperçus de votre vraie nature, un être énergétique qui se manifeste temporairement à travers un véhicule physique. Et l'aspect le plus révolutionnaire de cette vision est que si le corps est essentiellement de la lumière condensée, alors la conscience qui reconnaît cette vérité retrouve sa capacité inhérente à réorganiser de manière créative les modèles dans lesquels elle se manifeste. Conscience élargie, au-delà des limites du soi. « Je ne suis plus là », dit Hilarion tandis que ses yeux erraient sur l'horizon depuis la fenêtre de sa demeure, déconcertant ceux qui l'entouraient.
Ce n'était pas une phrase poétique ni un jeu de mots, mais la déclaration littérale d'une profonde transformation de son expérience de l'être. Une rupture fondamentale dans sa relation aux limites de sa propre identité. Peu de temps après sa dernière rencontre avec Pachita, ceux qui le connaissaient bien ont commencé à remarquer des changements subtils, mais indéniables, dans sa présence. Hilarion parlait moins, mais son silence prenait une toute autre dimension. Ce n'était ni un vide, ni un repli sur soi, mais un silence profond et vibrant, comme s'il était constamment en contact avec des dimensions de l'expérience qui échappent à la perception commune. Un après-midi, il invita chez lui l'un de ses plus proches collaborateurs. L'atmosphère avait complètement changé. Au lieu de livres et de travaux universitaires éparpillés un peu partout, des bougies allumées inondèrent l'espace d'une lumière chaleureuse et contemplative. Au centre de la table se trouvait son carnet bleu ouvert où se détachait une phrase écrite d'une main ferme. « La présence ne nécessite pas de corps, seulement une intention soutenue. » Lorsque son collègue lui demanda la signification de cette déclaration énigmatique, Hilarion répondit avec un calme à la fois réconfortant et déconcertant. « L'expansion de l'être, l'effacement des limites. Je ne l'habite pas pleinement, » a avoué le chercheur. Une partie de moi observe depuis un endroit lointain, presque invisible, contemplant cette expérience sans y appartenir pleinement. Il ne s'agissait pas d'une fracture interne ou d'un sombre éclatement de l'âme, mais plutôt d'une expansion silencieuse et subtile de la conscience, qui n'était plus contenue dans les limites de la peau ou dans les histoires tissées par l'esprit. Au cours d'une méditation profonde, au-delà du voile de l'esprit quotidien, la conscience s'est déployée, s'étendant bien au-delà du corps, traversant les murs de l'espace physique, planant sur toute la ville et atteignant des endroits où le temps et l'espace se dissolvent. Ce n'était pas un voyage flottant, comme quelqu'un qui se détache de son corps, mais plutôt une dissolution amoureuse des frontières perceptives. Un effacement qui maintenait un centre tout en englobant un horizon infini. De retour de ce moment hors du temps, sa relation avec sa forme terrestre fut transformée à jamais. J'ai senti mon corps devenir plus petit, comme un vêtement qui ne m'allait plus exactement, écrit-elle dans ses pages secrètes. Il arrive un moment où la pensée ne provient plus d'un « je », mais surgit d'un vaste océan, et nous ne sommes qu'une goutte d'eau dans cette immensité. Ce changement intérieur se reflétait dans sa façon de parler. Il ne disait plus « je pense » ou « je ressens ». Il préférait murmurer « cette idée me vient à l'esprit » ou « maintenant, une voix se manifeste qui n'est pas seulement la mienne ». Ce n'était pas une fausse modestie, mais l'honnêteté d'une âme qui reconnaît qu'elle n'est pas l'architecte de ses pensées, mais un canal par lequel coule une sagesse plus profonde. De cet état est née une révélation qui, avec le temps, allait devenir prophétique. Quand l'ego se dissout, le corps devient facultatif. Une phrase qui, à l'époque, sonnait comme une énigme, mais qui acquit une gravité inéluctable lorsque, peu de temps après, il commença à parler de sa capacité à disparaître sans bouger, et de la possibilité réelle que, s'il quittait un jour sa forme physique, ce ne serait pas pour des raisons ordinaires, mais plutôt par un acte vibratoire conscient. « Si jamais je disparais, confia-t-il à l'un de ses plus proches disciples, ce ne sera ni par peur ni par défaite. Ce sera un saut dans une dimension de l'être qui transcende la forme. » Au début, ces mots semblaient énigmatiques, mais après que sa présence eut disparu sans laisser de traces, exactement comme il l'avait prévu, tout le monde comprit qu'il s'agissait de plus qu'une intuition, une certitude intérieure qui transcendait le temps. Le plus étonnant pour ceux qui partageaient son chemin n'était pas seulement cette anticipation, mais qu'elle ne provenait pas de données externes ou de plans délibérés, mais d'une connaissance interne que sa conscience avait obtenue en rompant le lien avec l'identification absolue avec la forme. Avez-vous déjà eu l'impression que vos limites s'étaient dissipées, que vous étiez à la fois vous-même et quelque chose d'infiniment plus grand? Comme si une partie de vous observait votre vie depuis un espace silencieux et plus vaste, comme si votre corps physique ne pouvait vous contenir. Si tel est le cas, ce n'est pas une illusion ou un mirage, mais un aperçu de la vérité la plus profonde. Nous sommes une conscience qui, pour un instant, prend forme, mais n'a jamais été limitée à cette forme. L'art caché de façonner la réalité, les fils invisibles qui maintiennent notre monde ensemble.
Le sage savait qu'il existe un seuil à ne pas franchir à voix haute. Non par peur personnelle, mais parce que les structures qui régissent ce que l'on accepte comme savoir sont fragiles et ne peuvent tolérer que leurs fondements soient brisés. Et sa théorie, conçue au crépuscule de sa vie, allait ébranler ses fondements. Elle remettait non seulement en question la nature même de la réalité, mais aussi le contrôle que certaines puissances exercent pour maintenir cette réalité dans des limites pratiques. La réalité, écrit-il, est une danse collective, un accord silencieux soutenu par les croyances partagées de ceux qui l'habitent. Cette idée, bien que déjà suggérée par les enseignements anciens et la physique quantique, pourrait être comprise comme une étape supplémentaire dans l'évolution de la pensée humaine. Mais la deuxième partie de sa révélation, écrite dans ses derniers manuscrits, était celle qui portait le germe de la révolution. Et cette danse est manipulée par ceux qui maîtrisent l'art d'insérer des pensées dans le champ invisible. Il a proposé que ce vaste champ, cet océan de conscience qui entoure et pénètre tout, n'est pas seulement sensible à l'influence individuelle, mais est consciemment et collectivement programmé par ceux qui connaissent ses secrets, les chaînes que nous ne voyons pas. Dans l'immensité de la pensée humaine, nombre d'idées, de désirs et de peurs que nous croyons exclusifs ne sont en réalité que des échos tissés de l'extérieur. Ce sont des graines d'énergie, des formes murmurantes créées pour naviguer dans la conscience collective et nous maintenir ancrés dans des fréquences où la liberté devient un mirage. Quand tout le monde parle la même langue, quelqu'un d'autre a écrit le livre. Ces mots, murmurés dans des cercles intimes et jamais rapportés dans les pages officielles, reflétaient la profonde perception qu'il existe des mains invisibles qui, à travers les âges, ont appris l'art de façonner l'esprit humain non pas avec des chaînes, mais avec des fils invisibles de pensée acceptée. L'ego collectif, cette voix qui semble émerger de l'intérieur de chaque individu, mais qui est en réalité un cœur orchestré, ne surgit pas comme une fleur sauvage dans l'esprit, mais plutôt comme un jardin planté avec les intentions des autres. Et plus nous plongeons dans cette mer préfabriquée, plus nous donnons d'énergie à une illusion gigantesque, un masque qui cache la vérité de notre moi le plus authentique et nous maintient dans un rêve dicté par les autres. Pour le chercheur, la méditation profonde, le silence qui s'empare de l'âme, ne sont pas seulement des refuges de paix, mais des actes de rébellion, des espaces sacrés où la lumière de la conscience individuelle peut briller, libre de toute interférence, débarrassée des voix extérieures qui tentent de la coloniser. Le silence de l'âme, dit-il, est la seule fréquence qui ne peut jamais être brisée. Dans ce silence se trouve une forteresse invisible, un refuge où l'esprit devient imperméable aux toiles subtiles qui piègent les pensées et les désirs de millions de personnes avant même que la conscience ne puisse les nommer. Les gardiens du pouvoir ont toujours su dans leur sombre sagesse que celui qui contrôle les courants invisibles de la pensée collective tient la barre du monde tangible. Ainsi, cette connaissance, à la fois dangereuse et libératrice, restait cachée, protégée dans des boîtes de temps et de confiance, partagée uniquement avec ceux qui étaient prêts à s'éveiller sans être détruits. Dans l'un de ces coffres scellés, pour un disciple de confiance, le maître a laissé une lettre écrite avec l'urgence de quelqu'un qui ressent le temps comme du sable qui s'échappe. Si un jour mon corps disparaît, ne me cherche pas sur des cartes ou des noms. Trouve-moi dans le profond silence qui habite ta poitrine quand ton esprit se tait. Ces mots, qui semblaient une énigme, sont devenus des phares pour ceux qui ont compris que le plus grand héritage n'est pas physique ou visible, mais la graine de l'éveil qui reste vivante dans le silence du cœur, le carnet caché, murmure du seuil de l'âme. Non pas dans les pages officielles, ni dans les récits biographiques, mais dans ces silences où la conscience s'éclaircit et où les vérités les plus intimes émergent sans dissimulation, se cachent les secrets que Jacobo n'a jamais exprimés à voix haute. Avez-vous déjà ressenti des pensées qui habitent votre esprit et semblent provenir d'un lieu étrange, étranger à vous ? Des idées qui ne viennent pas de votre essence, des inquiétudes qui portent en elles l'écho de voix invisibles, des désirs qui ne reflètent pas la pureté de votre âme, mais plutôt des ombres semées de l'extérieur. Dans la sagesse que Jacob partageait dans ses moments les plus sincères, cette reconnaissance n'est pas le fruit de la paranoïa ou d'un tourment insensé, mais le premier éveil à la liberté authentique.
L'éveil qui nous permet de discerner ce qui nous appartient de ce qui nous est imposé, la véritable source de conscience du fleuve pollué par les courants extérieurs. Et puis, tel un testament silencieux et sacré, un carnet apparut, jamais officiellement remis, ni catalogué parmi ses affaires académiques. Un reliquaire surgit du temps, retrouvé quelques jours après son absence, comme s'il avait fait confiance à ses mots pour cheminer seul, lorsque son corps ne pouvait plus les accompagner. Cette couverture noire, sans nom ni titre, dissimulait sous une planche mal fixée dans son bureau le germe d'un message profond. Un refuge secret, car il savait que ce qui y était conservé était trop fragile pour le bruit du monde, mais trop vital pour être perdu dans l'oubli. En l'ouvrant, mon regard rencontra une prière écrite à l'encre ferme, avec le poids de quelqu'un écrivant depuis un abîme de certitude et de peur. Si vous lisez ceci, alors ce que je craignais est déjà arrivé. Une annonce qui n'offrait pas de réponse claire et qui ne faisait pas seulement référence à son départ physique, mais peut-être à un changement plus large. Une tempête intérieure ou collective qui menaçait de brouiller les contours de l'être. Ces pages déployaient une carte invisible, des dessins qui captaient le souffle des énergies cachées, des formules incomplètes comme des ponts entre l'esprit et la matière, des phrases brèves mais ardentes, des mantras pour réactiver des souvenirs endormis au plus profond du lecteur. Parmi eux, des éclairs de vérité qui brillaient avec simplicité, mais ouvraient des portes vers des univers entiers. Le temps n'est rien d'autre qu'un mirage tissé par l'oubli. Le « je » que vous pensez connaître est un seuil vers l'infini, pas une destination fixe. N'essayez pas d'expliquer la réalité, laissez-la vous imprégner. Mais c'est une entrée datée précisément de 2 semaines avant l'adieu final qui a fait frémir ceux qui l'ont lu. Ces mots décrivaient un rêve lucide, la vision d'un avenir marqué par un silence collectif, une éclipse de l'âme où la grande illusion, la grande Maya, obscurcirait les yeux de l'humanité. À cette époque, les hommes oublieraient qu'ils étaient les artisans de leur propre monde, se limitant à des formes imposées, prisonniers des structures que d'autres avaient installées dans le vaste champ invisible qui nous unit tous. L'écho de la mémoire, le dernier appel de l'âme. Dans les pages de ce carnet, dissimulé comme un murmure dans l'ombre du temps, Jacobo a capté un message qui transcende l'évidence, le voile que la plupart acceptent sans se poser de questions. Tout le monde, avertit-il d'une voix grave, ne serait pas prisonnier du brouillard de l'amnésie collective. Tout le monde ne céderait pas au silence imposé par l'oubli. Certains, ceux qui perçoivent encore le battement de cœur caché de l'univers, le murmure subtil qui révèle que le monde est bien plus que l'apparence de ses formes, conserveraient le don sacré du souvenir. Ces élus, sans étiquette ni hiérarchie, étaient simplement des êtres au cœur éveillé, le regard constamment tourné vers des horizons invisibles. Ce n'étaient ni des héros, ni des sages consacrés, mais des âmes qui, au milieu du bruit et de la confusion, ne se résignaient jamais à croire que ce qu'on leur montrait était l'entière vérité. « En toi réside la plénitude », écrivait Jacob avec l'urgence de celui qui connaît un secret capable de sauver ou de détruire ceux qui l'ignorent. Tu n'as rien de nouveau à chercher à l'extérieur. Il te suffit de te débarrasser du poids de la peur, des voix empruntées, de l'écho assourdissant qui cache la véritable mélodie. Lorsque tu parviendras à faire le vide dans ton esprit et à faire taire les chaînes invisibles, alors, et alors seulement, tu pourras voir ce qui était toujours là, attendant patiemment. Cette déclaration qui, entre des mains moins sincères, pourrait ressembler à une simple formule spirituelle, prend dans ces pages une dimension prophétique tangible. Il ne s'agit pas d'une invitation à l'évasion, ni d'une abstraction éthérée. C'est un guide pour traverser la tempête que Jacobo lui-même percevait à l'horizon proche, une époque où des manipulations subtiles, mais de plus en plus intenses, tenteraient d'envelopper la conscience collective dans des filets invisibles. Dans un aspect plus sombre et plus personnel de son écriture, il a trouvé la place pour une confession, presque un secret à l'oreille de l'univers. « Je m'apprête à partir », écrivit-il d'un trait irrégulier, la main tremblant peut-être devant l'ampleur de ce qu'il annonçait. Je ne sais pas si j'abandonnerai ce corps qui m'a servi de temple, ou si ce sera mon esprit qui passera sur un autre plan d'existence. Ce que je sais, c'est que rien ne peut arrêter ce qui arrive. Et même si ma voix s'éteint dans ce monde, elle continuera de résonner, car elle n'a jamais été entièrement mienne.
Ces mots semblent ouvrir une fenêtre sur l'intimité de son âme, révélant que sa disparition n'était pas un événement fortuit ou un mystère inexpliqué, mais l'aboutissement d'un profond processus intérieur, une transition consciente vers un autre état d'être. Une transition qui peut-être avait déjà commencé bien avant que le monde ne prenne conscience de son absence. Ce qui est vraiment fascinant, c'est que ce carnet, cet ultime héritage, n'a pas été immédiatement diffusé. Il n'a pas été présenté lors de conférences, ni fait la une des journaux susceptibles de bouleverser le monde universitaire ou médiatique. Il a été gardé secret, protégé avec respect et prudence par ceux qui comprenaient la sensibilité de son contenu. Les années passèrent, comme dans un rituel d'attente, jusqu'à ce qu'un de ses disciples, poussé par un appel intérieur qu'il ne pouvait ignorer, décide de partager des fragments choisis avec un cercle restreint de chercheurs et d'âmes agitées. Ainsi, les graines semées par Jacob commencèrent à germer, non pas comme un arbre rigide et fermé, mais comme un réseau vivant de connexions invisibles. Ce qui en est ressorti n'était pas un système de théories imbriquées, ni une série de postulats solides. C'était une carte vibratoire, un langage codé oscillant entre pensée et intuition, un cadre qui ne se révèle qu'à ceux qui sont prêts à mettre de côté la logique stricte et à s'ouvrir au mystère. Sentez-vous au plus profond de vous-même que l'un de ces mots éveille un écho qui dépasse une simple curiosité passagère. Remarquez-vous comment certaines idées semblent résonner comme des cloches anciennes, touchant un souvenir que vous ne pouvez situer dans votre histoire personnelle, mais qui vous semble irrévocablement vôtre. Jacob nous parle depuis ce seuil invisible, nous rappelant que ces échos ne sont pas de simples réactions émotionnelles, ni de simples coïncidences fortuites. Ils sont l'appel de l'essentiel, une reconnaissance qui transcende le temps et l'espace. Ce sont des fragments d'un savoir ancien qui, bien qu'oubliés, demeurent latents, attendant d'être réveillés par notre conscience. C'est comme lorsqu'une mélodie, oubliée depuis des années, vous revient dès que quelqu'un en joue les premières notes. Un retour inattendu et pourtant familier, qui réveille un profond désir dans l'âme et une nouvelle lueur dans les yeux. Dans cet héritage, Jacobo nous invite également à regarder au-delà du voile des apparences. Il nous invite à comprendre que la réalité que nous habitons n'est pas une vérité immuable, mais une construction délicate, tissée de fils invisibles de pensée et d'énergie. Et qu'en transformant ces fils, nous pouvons modifier la trame même de notre existence. Le dernier carnet est, en fin de compte, une invitation au souvenir, à se souvenir de qui nous sommes vraiment lorsque nous nous débarrassons des masques, des voix qui nous donnent notre identité, des peurs qui nous enchaînent. Un appel à s'éveiller au cœur du rêve collectif, à être des phares qui ne s'éteignent jamais face à la tempête. Car dans ces mots résonne la certitude que la véritable révolution commence à l'intérieur, dans cet espace silencieux où le temps s'arrête et la conscience s'élargit. Et ainsi, alors que l'humanité se dirige vers un horizon incertain, ces lignes écrites à l'encre de l'âme demeurent comme un héritage éternel. Un rappel pour tous ceux qui cherchent non seulement à comprendre le monde, mais à le transformer depuis les racines mêmes de leur être. Le mystère perpétuel, la danse entre la forme et l'âme. Ce n'était pas simplement un vide laissé par son départ, ni un silence que la logique ou le réconfort d'explications conventionnelles auraient pu combler. Il n'y avait aucun vestige de certitude, ni aucun signe clair qui traçât son destin. Il n'y avait rien d'autre qu'un mystère suspendu dans l'air, tel un soupir cosmique qui refuse d'être clos par des mots. Le cas de Jacobo Greenberg a été officiellement inscrit aux archives de l'inexplicable, une énigme de plus dans la longue chaîne d'événements qui échappent à la prison de la raison linéaire. Une disparition qui, pour la plupart, est un point final, une absence qui exige une réponse. Mais pour ceux qui ont marché à ses côtés, qui ont vu son esprit se déployer telle une aile invisible au-delà des frontières connues, cette absence était bien plus que cela. Une transformation profonde, un saut dans des dimensions où les catégories de l'existence physique se brouillent. Quand on transcende la forme cesse d'avoir du sens. C'est ce qu'avait écrit Jacobo des mois avant que son corps ne se dissolve dans le mystère. Ce n'était pas une simple phrase, c'était un message codé, un présage que son départ ne serait pas un acte d'abandon ou de fuite, mais l'aboutissement naturel d'un voyage intérieur que nous entreprenons tous, à des degrés divers.
La forme, croyait-il, est la danse temporelle d'une lumière condensée, un instant fugace dans le théâtre du temps. Et lorsque la conscience s'éveille à sa propre essence, elle ne s'accroche plus à cette danse éphémère. L'âme ne meurt pas, elle n'est pas perdue. Elle se libère simplement de son masque physique pour naviguer dans un océan invisible, où le temps et l'espace ne dictent pas leurs règles. Mais ce qui déconcertait encore plus l'esprit prisonnier du monde linéaire, ce n'était pas la disparition elle-même, mais ce qui se produisit après cet événement. La présence de Jacob ne disparut pas. Au contraire, elle sembla s'étendre au-delà du corps, au-delà des limites tangibles de la chair. Dans différentes parties du monde, des personnes qui ne lui avaient jamais parlé, étrangères à son histoire personnelle, commencèrent à ressentir une vibration étrange et familière. Des rêves intenses, où la voix de Jacob murmurait des enseignements, où son regard semblait chercher ceux qui l'écoutaient avec une âme ouverte. Des expériences qui n'étaient ni le fruit de l'imagination, ni l'écho de suggestions passagères, mais plutôt des élans lumineux qui s'installaient dans le cœur et l'esprit avec une clarté défiant toute explication rationnelle. Certains ont avoué le sentir plus proche que lorsqu'il marchait parmi eux, non pas comme une ombre qui rôde, mais comme une présence réelle, palpable, dans le calme du silence intérieur. L'un de ses disciples les plus aimés, les larmes aux yeux, a partagé cette expérience quelques mois après sa disparition. « Je le sens vivant, plus que jamais. Il n'est pas dans un corps, mais là où l'âme s'ouvre pour l'accueillir. Ce n'est pas un fantôme, c'est un phare. » Cette présence émergente, sans étiquette ni limite, rompait avec l'idée commune du paranormal. C'était quelque chose de différent. Quelque chose qui transcendait les frontières entre le visible et l'invisible, entre la matière et l'esprit. C'était comme si Jacob avait quitté la forme pour devenir un fleuve de conscience, circulant entre tous, sans distinction. Pour ceux qui le connaissaient, ce phénomène n'était pas une surprise. Ils avaient été témoins de ses transformations intérieures, de la façon dont son regard de plus en plus profond semblait se connecter à une réalité que peu de gens pouvaient apercevoir. Sa voix mesurée et ferme résonnait avec la certitude de celui qui a touché le mystère et en est revenu pour le raconter. Ce mystère persistant nous rappelle que la mort, telle que nous la concevons, n'est qu'une porte. Une porte qui, pour ceux qui osent la franchir consciemment, ne signifie pas disparition, mais expansion. Ce n'est pas une fin, mais le début d'une nouvelle façon d'exister, où l'essence se libère des chaînes imposées par la forme. Jacobo ne s'est pas perdu dans le vide. Il est devenu un pont entre le tangible et l'intangible, entre le monde que nous touchons et l'univers que nous percevons. Sa disparition physique était l'écho d'une présence qui habite désormais les recoins les plus silencieux de notre conscience. Elle nous invite à questionner nos propres limites intérieures. Que sommes-nous vraiment? Sommes-nous de simples corps habitant un temps limité? Ou sommes-nous quelque chose de plus vaste, quelque chose qui ne peut être confiné à la chair ou à la mémoire? Et dans ce questionnement, nous trouvons la graine de la transformation. Car le véritable mystère ne réside pas dans la recherche de réponses extérieures, mais dans le fait de laisser le silence intérieur révéler ses secrets. Lorsque nous abandonnons l'attachement à la forme, lorsque nous acceptons l'impermanence comme une alliée et non comme une menace, nous découvrons que l'essence de l'être est inextinguible, que nous faisons partie d'un mystère plus grand qui nous entoure et nous soutient, et que chaque disparition est en réalité une nouvelle naissance sur un plan plus subtil. L'histoire de Jacob nous enseigne qu'il n'y a pas de fin absolue, seulement des commencements qui attendent d'être accueillis avec courage. Que la vie et la mort sont les deux faces d'une même pièce, une danse éternelle entre ombre et lumière, où l'âme libre peut danser sans crainte. Ainsi, dans le silence laissé par son absence, résonne l'invitation la plus profonde. Vivre consciemment, transcender la forme, ouvrir notre cœur à l'immensité qui nous habite. Car dans cette immensité, au-delà du corps et du temps, réside l'immuable vérité. Nous sommes une lumière qui ne s'éteint jamais. Comme si l'essence de Jacob, libérée des contraintes d'une forme spécifique, pouvait désormais communiquer à partir d'un niveau d'être plus fondamental. C'est alors que beaucoup ont compris ce qui semblait avoir été le but central de son œuvre, et peut-être de son départ extraordinaire.
Jacobo n'a jamais eu l'intention qu'ils le suivent comme une figure d'autorité, qu'ils adoptent ses idées comme système de croyance ou qu'ils le mythifient comme un professeur exceptionnel. Ce qu'il cherchait véritablement, c'était de catalyser chez les autres la reconnaissance de quelque chose déjà présent en eux. Activer la mémoire des possibilités que la programmation collective avait temporairement occultées, mais jamais complètement éliminées. Le latex, ce champ de conscience universelle qui avait été au cœur de ses recherches, n'était pas, pour Jacobo, une construction théorique externe à étudier objectivement, mais la structure même qui nous constitue, le médium par lequel nous existons et nous relions à toutes les dimensions de la réalité. Le latex n'est pas un champ extérieur à vous, avait-il insisté lors de ses dernières conférences. C'est ce qui vous soutient de l'intérieur. Et quand vous vous en souvenez, vous vous réveillez. Ce livre audio que vous écoutez n'a pas vocation à être une biographie exhaustive ni une exposition académique. Il est plutôt un écho, une résonance qui continue de vibrer des décennies plus tard chez ceux qui osent l'écouter. Non seulement avec un intellect analytique, mais aussi avec cette réceptivité plus profonde où la communication transcende les limites du langage séquentiel. C'est une invitation à se souvenir, non pas de Jacob en tant que personnage historique, mais de ce dont il se souvenait lui-même, cette nature essentielle qui précède et survit à toutes nos identifications temporelles. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si ces mots ont résonné en vous à un niveau qui va au-delà de la simple curiosité ou du divertissement, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être, comme l'a suggéré Jacobo, rien dans l'univers n'arrive par hasard. Chaque rencontre, chaque découverte apparemment fortuite, chaque résonance inexplicable est, en fait, le latex qui répond à des schémas d'intention que nous avons émis depuis des niveaux plus profonds que notre esprit conscient. Jacob Greenberg n'a pas disparu au sens conventionnel du terme. Il a simplement cessé d'être visible pour ceux qui ne voient qu'avec les yeux du corps et conceptualisent avec les catégories limitées d'un esprit conditionné à percevoir la séparation là où règne la continuité et la discontinuité là où règne un flux ininterrompu. Son héritage le plus précieux ne réside pas dans ses livres publiés ou dans les théories qu'il a articulées, mais dans ces moments de clarté soudaine où nous sentons que la réalité est infiniment plus vaste, plus fluidement créative et plus intimement liée à notre conscience que nos modèles habituels nous permettent de le concevoir. Si quelque chose que vous avez entendu a profondément touché votre cœur, si un fragment a déclenché une prise de conscience qui transcende la compréhension intellectuelle, partagez-le avec d'autres personnes prêtes à se souvenir. Abonnez-vous afin que le prochain livre interdit vous trouve aussi, non par hasard, mais par résonance. Et surtout, commencez dès aujourd'hui à cultiver ce silence intérieur où, comme Jacob l'a découvert, toutes les réponses essentielles sont déjà présentes, attendant patiemment que vous dissipiez le bruit mental qui vous empêche de les entendre. Car la plus grande découverte n'est peut-être pas celle que nous ferons dans le futur, mais celle que nous sommes déjà, dès maintenant, lorsque nous cessons de chercher et laissons simplement la réalité se révéler. J'espère que vous avez apprécié ce voyage autant que j'ai aimé le partager avec vous. Si vous souhaitez passer à l'étape supérieure, n'oubliez pas de consulter le premier lien dans la description. Vous y trouverez davantage de contenu, d'exercices et d'outils qui transformeront votre parcours. Je vous attends à l'intérieur.